Et si le fait de se fixer des objectifs gigantesques et audacieux, c'était précisément la raison pour laquelle la plupart des grandes résolutions finissent par échouer? C'est une excellente question, ouais. Aujourd'hui, on fait une analyse en profondeur, on déconstruit la glorification du grand saut. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans les écrits de James Clear, spécifiquement son ouvrage Atomic Habits. Ouais, un rien peut tout changer en français. Exactement. Le but, c'est de comprendre comment des micro-changements du quotidien, des choses d'apparence complètement invisibles, ça dicte en réalité l'entièreté de notre trajectoire de vie. Et il faut établir immédiatement que ce modèle-là, ça relève pas de la pensée magique ou des phrases inspirantes qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas du tout ça. C'est ça. Ce qu'on explore ici, c'est l'architecture neurobiologique de l'être humain. On va examiner comment les circuits de la dopamine, la loi du moindre effort, puis les signaux environnementaux peuvent être manipulés de façon intentionnelle. Pour littéralement reprogrammer les comportements. C'est exactement ça. Je suis convaincu que c'est un véritable manuel d'opération pour notre cerveau. D'accord, fait que décortiquons tout ça. Mais avant de disséquer le cerveau, je pense qu'il est crucial de comprendre la genèse de cette méthode-là. Oui, l'histoire d'origine. Parce que l'auteur, il n'a pas développé ce système-là dans un laboratoire de recherche bien tranquille. Non, pas du tout. Ça provient d'une contrainte absolue. Au secondaire, James Clear a subi un grave traumatisme crânien après avoir été frappé au visage par un bâton de baseball. Ouais, qui a échappé des mains d'un coéquipier, c'est fou. Sur du crâne, il a été plongé dans un coma artificiel. Son cerveau était gravement enflé, puis il a dû littéralement réapprendre les bases mêmes de l'existence. Et la clé de cette histoire clinique-là, c'est vraiment la privation de la capacité à faire des efforts héroïques. Qu'est-ce que tu veux dire par là au juste? Face à une récupération neurologique puis physique de cette ampleur-là, la volonté pure, ça suffit juste pas. Le processus a forcé l'auteur à s'en remettre à des routines microscopiques. Parce qu'il ne pouvait pas faire de pas de géant. Exact. Retrouver un cycle de sommeil régulier, marcher juste quelques minutes, puis ensuite, des mois plus tard, soulever des poids très légers. Et c'est l'accumulation rigoureuse de ces micro-habitudes-là qui lui a permis de devenir un athlète universitaire quelques années plus tard. C'est fascinant parce qu'il n'avait tout simplement pas le choix de commencer petit. C'était une question de survie, au fond. Ouais. Dans ses écrits, il utilise souvent des métaphores sur la navigation, comme un avion qui décolle de Los Angeles vers New York. La fameuse déviation de 3,5 degrés. Exactement. Si le pilote modifie le cap d'à peine 3,5 degrés vers le sud, un changement invisible au décollage, l'avion atterrit à Washington au lieu de New York. Ça transforme complètement la destination. C'était une super bonne image. Mais honnêtement, en tant que Canadienne, j'ai une image beaucoup plus viscérale en tête. Mettons, imaginons la neige qui s'accumule sur le toit d'une vieille grange. Ah ouais, je vois très bien où on s'en va avec ça. Chaque flocon est tellement léger, c'est statistiquement insignifiant. Un flocon de plus ou de moins, ça change rien. Mais la neige continue de s'empiler jour après jour. Le poids invisible s'accumule sur la structure. Et éventuellement. Et soudainement, au milieu de l'hiver, la charpente cède d'un seul coup. Pour quelqu'un de l'extérieur, c'est un effondrement soudain. Mais en réalité, c'est l'accumulation silencieuse de millions de petits ajouts invisibles. C'est une analogie parfaite, ça illustre vraiment la réalité mathématique de nos choix quotidiens. Les habitudes, c'est les intérêts composés de l'amélioration personnelle. Les intérêts composés, j'adore ça. Parce que dans la vie de tous les jours, faire un choix qui est 1% meilleur ou 1% pire, ça semble n'avoir aucune conséquence immédiate. Ouais, manger une pizza ce soir au lieu de préparer un repas santé, on va se le dire, ça transforme pas un corps le lendemain matin. Non, le miroir envoie la même image. Cependant, sur une décennie, l'accumulation de ces choix-là engendre des intérêts composés massifs. Mais attends une minute, j'ai besoin de soulever un point ici. Vas-y. Si l'accumulation de petits pas est vraiment la seule stratégie qui fonctionne, pourquoi le monde corporatif puis la société en général sont tellement obsédés par les objectifs? Ah, la tyrannie des objectifs. Ouais, tu sais, je regarde ma propre vie si je gère un projet complexe. J'ai besoin de cibles, de dates butoirs, de projections. On se fait dire constamment qu'il faut viser la lune, de voir grand. Toujours plus gros, hein? Fait que comment l'auteur peut sérieusement suggérer qu'il faut oublier les objectifs? Ça ressemble un peu à une recette pour la complaisance, non? Je comprends tout à fait. Mais la proposition de l'auteur, c'est pas d'avancer à l'aveugle, mais plutôt de reconnaître les failles psychologiques des objectifs quand on s'en sert comme moteur principal. OK, explique-moi ça. Premièrement, un objectif impose une condition de restriction au bonheur. Ah, l'illusion de « je serai heureuse quand j'aurai ça ». Exactement.
L'équation interne devient « je m'autoriserai à être satisfait uniquement quand j'aurai perdu 20 livres ou quand j'aurai généré 1 million de dollars ». On repousse toujours la réussite dans un futur hypothétique. C'est vrai qu'on fait souvent ça. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire pour le fonctionnement quotidien? On remplace cette grande cible-là par quoi? Par des systèmes. Un objectif sert à déterminer une direction. C'est utile pour ça. Mais le système est ce qui permet de réellement faire le trajet. OK, je vois la nuance. Et problème fondamental des objectifs, c'est l'effet yo-yo. Mettons l'exemple classique d'une personne qui s'inscrit à un demi-marathon. Ouais, l'objectif crée la motivation pour courir tous les matins. Voilà. Mais une fois la ligne d'arrivée franchie, qu'est-ce qui arrive? L'objectif disparaît instantanément. La structure qui soutenait l'effort, elle n'existe plus. Et c'est pour ça que tellement de gens arrêtent l'entraînement la semaine suivante. Exactement. Le but d'un objectif, c'est de gagner une partie isolée. Le but d'un système, par contre, c'est de s'assurer qu'on continue à jouer la partie indéfiniment. Il y a une phrase dans les sources qui résume ça de façon presque chirurgicale. L'auteur dit « On ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, on tombe au niveau de ses systèmes. » C'est brutalement vrai. C'est très fort. Mais ça nous amène à un problème beaucoup plus profond, je trouve. Lequel? Si je construis un système pour continuer à jouer, comment je fais pour m'assurer de ne pas juste abandonner mon propre système quand la motivation s'effondre un mardi matin pluvieux, tu sais? Ah, ça, c'est la vraie question. Si on relie ça au portrait global, il faut examiner les 3 couches superposées du changement de comportement. OK, c'est quoi ces couches-là? La couche externe, c'est le changement des résultats. Perdre du poids, publier un livre, gagner un championnat. Ça, c'est les objectifs. Exact. Ensuite, la couche intermédiaire, c'est le changement des processus. C'est là qu'on implémente une nouvelle méthode d'entraînement ou une nouvelle routine matinale. Donc, le système. Ouais, mais le véritable moteur, la couche la plus profonde et la plus importante, c'est l'identité. Les croyances, la vision du monde, l'image de soi. L'identité. Les habitudes vont seulement s'ancrer de façon permanente quand elles deviennent une composante intrinsèque de l'identité. Le véritable changement de comportement, c'est toujours un changement d'identité. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'histoire de Brian Clark, qui est mentionnée dans nos recherches, c'est probablement l'exemple le plus clair de ce basculement-là. L'entrepreneur avec ses ongles. Oui, on parle d'un gars qui a passé toute sa vie à se ronger les ongles jusqu'au sang. Un comportement compulsif vraiment classique, très difficile à arrêter. Très difficile, oui. Puis un jour, il a utilisé assez de volonté pure pour laisser ses ongles pousser un tout petit peu. Mais ensuite, au lieu de continuer à se battre contre lui-même tous les jours, il a fait un mouvement super stratégique. Il a payé pour une manicure professionnelle. Et sa justification initiale, c'était purement économique, là, tu sais. Il se disait que s'il investissait de l'argent là-dedans, la douleur financière de gaspiller cet investissement-là l'empêcherait de les ronger. Mais le mécanisme qui l'a vraiment sauvé, c'était totalement inattendu. La technicienne a rendu ses mains esthétiquement belles, puis elle a même mentionné qu'il avait une base d'ongles super saine. Un changement de perspective complet. Tellement. Pour la première fois de sa vie, il a ressenti de la fierté par rapport à ses mains. L'aspect psychologique a complètement basculé. Il n'était plus quelqu'un qui essaie d'arrêter de se ronger les ongles. Il est devenu quelqu'un qui a des beaux ongles sains et qui en prend soin. Exactement. Son identité a changé. Et l'habitude destructive, elle a disparu instantanément. Pas par la force, mais parce qu'elle entrait en contradiction directe avec sa nouvelle identité. Et ça illustre la mécanique de la preuve. Une identité, tu sais, ça se décrète pas juste devant un miroir avec des affirmations positives. Ce serait trop facile. Ça doit être prouvé par des actions concrètes. Chaque action que l'on pose, chaque comportement agit comme un bulletin de vote pour le type de personne qu'on souhaite devenir. Un bulletin de vote, j'aime l'image. Lire 10 pages d'un livre, c'est déposer un vote pour l'identité de lecteur. Aller au gymnase pendant 20 minutes, c'est voter pour l'identité d'une personne active. Fait que la question centrale, c'est jamais de savoir quel résultat on veut obtenir, mais plutôt qui est-ce qu'on veut devenir? Fondamentalement, oui. Quel genre de personne je dois devenir pour générer ces résultats-là? Mais là, comprendre l'importance de voter pour son identité, c'est bien beau en théorie, sauf que le cerveau humain est paresseux par nature, on le sait. Ah que oui, il veut économiser de l'énergie. Fait que comment on fait pour pirater notre propre cerveau puis rendre l'action presque inévitable jour après jour? Pour y arriver, il faut vraiment analyser le fonctionnement de nos circuits neuronaux. Le cerveau, il a développé une boucle comportementale en 4 étapes. Les fameuses 4 étapes? Ouais, pour automatiser la survie puis minimiser la dépense calorique. Ces 4 étapes-là, c'est le déclencheur, l'envie, la réponse puis la récompense. OK, le déclencheur,
L'envie, la réponse, la récompense. Peux-tu me donner un exemple concret? Bien sûr. Mettons, le téléphone vibre, ça, c'est le déclencheur. C'est une information sensorielle. Ensuite, l'envie, j'imagine que c'est le besoin de savoir qui nous a écrit pour calmer notre curiosité. C'est ça, c'est la force motivationnelle. La réponse, ensuite, c'est l'action physique, attraper le téléphone. Puis la récompense, c'est le petit pic de dopamine quand on lit le message. Exactement. Ça procure un soulagement et ça encode la mémoire pour le futur pour dire au cerveau de le refaire. Et le génie de James Clear dans tout ça, c'est d'avoir inversé cette boucle biologique-là pour formuler 4 lois de création de bonnes habitudes. Ah, on arrive aux outils pratiques. Ouais, la première loi attaque le déclencheur, il faut le rendre évident. L'environnement physique doit parler, tu sais. Si on veut pratiquer la guitare, l'instrument ne doit pas être caché dans le fond d'un garde-robe, il doit être en plein milieu du salon. Sur un beau trépied pour qu'on le voie. C'est ça. Dans nos sources, on propose aussi une tactique redoutable pour cette première loi-là, l'empilement d'habitudes. Habit stacking en anglais. Ah oui, très puissant. L'idée, c'est de lier une nouvelle habitude à une ancienne, une séquence neurologique qui est déjà solidement câblée, au lieu d'essayer d'intégrer, mettons, 10 minutes de méditation au hasard dans la journée. Ce qui marche rarement. Jamais même. Ouais. On crée un lien conditionnel, genre après avoir fermé mon ordinateur portable pour le dîner, je vais faire 10 pompes. L'action de fermer l'ordinateur, qui se produit immanquablement chaque jour, devient le déclencheur inévitable de la nouvelle habitude. C'est ni plus ni moins que du conditionnement classique très similaire aux travaux de Pavlov. Et pour la deuxième loi, On passe à l'envie, il faut rendre l'action attrayante. Et c'est souvent négligé, ça. C'est ici que la neurobiologie de la dopamine entre en jeu. on aime la dopamine. Tellement. Mais contrairement à la croyance populaire, la dopamine n'est pas seulement libérée au moment où on expérimente le plaisir. Elle est massivement libérée lors de l'anticipation du plaisir. Ah wow, attends. C'est pour ça que planifier des vacances, des fois, ça procure presque plus de joie que le voyage lui-même. Exactement. L'anticipation sécrète la dopamine. C'est le désir d'obtenir la récompense qui pousse à l'action. C'est comment on applique ça pour se forcer, à aller s'entraîner quand ça ne nous tente pas? Parce qu'on appelle l'association des tentations. On associe une action qu'on doit faire avec une action qu'on veut faire. OK, un exemple? Par exemple, s'autoriser à écouter son émission de télévision préférée ou un podcast précis, mais uniquement quand on est sur le vélo stationnaire. L'anticipation du divertissement va créer le pic de dopamine nécessaire pour surmonter l'inertie physique du départ. Ce qui nous mène directement au problème de l'inertie, justement. La troisième loi cible la réponse puis elle exige de rendre les choses faciles. La loi du moindre effort. Oui. Et l'anecdote de Trent-Dearsmith est fascinante pour illustrer ça. On parle d'un jeune courtier dans une banque au début des années 80. Pour bâtir son portefeuille de clients, il a utilisé un système visuel presque enfantin, mais incroyablement efficace. Les fameux trombones. Ouais. Chaque matin, il plaçait 2 pots sur son bureau. Un pot contenait 120 trombones, l'autre était complètement vide. La mécanique était super rigoureuse et il faisait un appel de vente, puis après, il déplaçait immédiatement un trombone du pot plein vers le pot vide. Il refusait de quitter son bureau tant que les 120 trombones n'avaient pas été transférés. Arrêtons-nous là-dessus 2 secondes parce que l'implication est vraiment vaste. Dans le monde professionnel moderne, une grande partie de ce qu'on fait, c'est intangible. C'est Très abstrait, ouais. envoyer des courriels, analyser des données, des réunions. Le cerveau archaïque, lui, il perçoit pas la pile de bois qui grandit ou la récolte qui s'accumule comme dans le temps. On perd le sentiment d'avancement. Et on se décourage. Exact. Le déplacement du trombone, ça crée une preuve tactile et visuelle instantanée qui dit au cerveau « tu avances, continue ». Ça court-circuite complètement la fatigue mentale. L'observation est vraiment juste. La troisième loi, elle s'appuie sur le fait que le cerveau humain consomme environ 20 % de l'énergie corporelle, même s'il représente juste 2 % de notre masse. 20 %, c'est énorme. L'évolution l'a programmé pour conserver l'énergie à tout prix. En réduisant la friction pour commencer une habitude comme de préparer ses vêtements de sport la veille, on contourne ce mécanisme de conservation d'énergie-là. Fait que l'objectif, c'est pas nécessairement de rendre l'habitude entière facile. Non, c'est de rendre le démarrage de l'action si facile qu'il est impossible de s'y soustraire. Et finalement, la boucle doit se refermer. La 4e loi s'attaque à la récompense, rendre l'action satisfaisante. C'est ce qui scelle ma boucle.
Pour qu'un comportement soit encodé de façon permanente, il faut qu'il procure un sentiment de réussite. Mais soyons réalistes 2 minutes, le monde est rempli d'imprévus. Ah, ça, la vraie vie finit toujours par nous rattraper. Les enfants tombent malades, il y a des urgences au travail, le char brise, les habitudes vont inévitablement dérailler un jour ou l'autre. Et c'est là que les livres offrent ce qui est peut-être, à mon avis, la règle d'or de tout ce système-là. Ne jamais rater 2 fois. Ne jamais rater 2 fois. C'est un filet de sécurité psychologique crucial, ça. Les données comportementales démontrent qu'une seule erreur, un seul jour manqué, ça a virtuellement aucun impact statistique sur la formation d'une habitude à long terme. L'erreur n'est pas le problème. C'est ça, le danger mortel, c'est la cascade. Omettre une session d'entraînement, c'est un accident. Omettre 2 sessions consécutives, c'est l'amorce d'une nouvelle habitude de sédentarité. C'est le début de la fin. Fait que si une journée est perdue à cause d'un imprévu, la priorité absolue du lendemain, ça doit être de restaurer la chaîne, même si c'est pour faire le quart du travail habituel. La constance de l'identité prime sur l'intensité de l'action. C'est un changement de paradigme tellement libérateur. On n'exige plus la perfection, on exige la récupération immédiate. Exactement. Donc, on a vu comment l'identité dirige le système, puis comment les 4 lois de la boucle automatisent nos votes. Mais les sources nous servent aussi un avertissement assez sévère. Ah oui, le côté obscur. Ouais, vers la fin, bâtir une identité forte, c'est essentiel, mais ça peut se transformer en un piège redoutable. Ça soulève une question super importante sur la rigidité cognitive, tu sais. Plus on accumule de preuves pour une identité spécifique, plus on a tendance à la défendre farouchement. Et ça devient un problème. Ça peut créer un dogmatisme qui bloque l'évolution personnelle. L'auteur cite les crises profondes qui sont vécues par d'anciens militaires ou des athlètes professionnels de haut niveau quand ils prennent leur retraite. Comme l'auteur lui-même après le baseball, dans le fond. Je comprends. Si la totalité de ce que je suis se définit par la phrase « Je suis un joueur de hockey professionnel », Le jour où ton genou cède. le jour où la carrière est terminée, je perds pas juste un revenu, là. Mon identité s'effondre au complet. Je sais plus qui je suis. C'est le danger d'une identité trop singulière, trop attachée à un statut. Il y a un investisseur de la Silicon Valley qui conseille de garder son identité petite. Garder son identité petite, Ouais. il faut se définir par des valeurs transférables plutôt que par des rôles spécifiques. Au lieu de dire « je suis le PDG de cette entreprise technologique », la formulation devrait être « je suis quelqu'un qui bâtit des solutions pour résoudre des problèmes complexes ». Ah, c'est brillant. Fait que si l'entreprise fait faillite, l'identité reste intacte puis elle peut être appliquée à un nouveau projet. L'identité demeure fluide puis adaptable. Toujours s'attacher à la boussole, jamais au navire. C'est fascinant. Pour boucler cette analyse, j'aimerais qu'on aborde un concept philosophique qui est mentionné dans la conclusion, le paradoxe de Soritz. Le paradoxe du tas? Exact. Ça vient du mot grec voulant dire ta. L'allégorie pose la question suivante. Est-ce que l'ajout d'une seule petite pièce de monnaie rend quelqu'un riche? Évidemment non. Non. Mais en ajoutant une pièce, puis ensuite une autre, puis une autre, on doit éventuellement admettre qu'un tas forme qu'une richesse s'est créée. C'est la même chose pour les habitudes atomiques. Et l'application de ce paradoxe-là aux habitudes, c'est capital pour comprendre ce qu'on appelle la vallée de la déception. C'est quoi ça, la vallée de la déception? C'est quand les gens abandonnent leurs bonnes habitudes parce qu'ils ne perçoivent pas de changement. Tu sais, ils vont au gym pendant 3 semaines, ils se regardent dans le miroir puis ils voient absolument aucune différence. Fait qu'ils arrêtent en croyant que le système fonctionne pas. Voilà. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le travail n'est pas perdu, il est simplement emmagasiné. Les pièces de monnaie s'accumulent, mais le seuil critique pour percevoir le temps n'a pas encore été franchi. Le potentiel latent. Le travail est en train d'accumuler de la pression, exactement comme notre neige sur le toit de la grange tantôt, puis on abandonne juste avant l'avalanche de résultats. C'est le basculement systémique. Une fois que le seuil est franchi, le monde extérieur est soudainement ébloui par ce qui semble être un succès spontané. Un succès du jour au lendemain. Ouais. En ignorant totalement les mois ou les années de minuscules dépôts dans l'obscurité. C'est vraiment l'essence de l'approche. Fait que ce soit pour récupérer d'un traumatisme crânien sévère ou pour bâtir une entreprise, le grand secret des résultats durables, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le succès, c'est un système d'amélioration continue. Il ne faut jamais s'arrêter d'ajouter des pièces de monnaie à son propre tas. Les habitudes atomiques s'additionnent pas simplement, elles se composent. L'intérêt composé appliqué au comportement humain, ouais. On a fait un voyage incroyable aujourd'hui. On est passé de l'illusion des grands objectifs à la mécanique implacable des systèmes. On a vu comment changer son identité, comment manipuler notre neurologie avec les 4 lois et surtout qu'une erreur n'est jamais fatale tant qu'on rate pas 2 fois.
Exactement. Et pour clore cette exploration, voici une pensée provocatrice, une question profonde pour nourrir la réflexion de l'auditoire. Je t'écoute. Si chaque action que l'on pose est littéralement un bulletin de vote pour la personne que l'on est en train de devenir, si on regardait uniquement les actions posées au cours des dernières 24 heures, pour quel genre de personnes ces votes-là ont-ils été déposés?